Bonsoir à tous. Souvent, on me demande si je suis pour ou contre la chirurgie de l'obésité. Donc, je suis chirurgien bariatrique, je suis évidemment pour la chirurgie de l'obésité, mais c'est un peu comme si on se demandait si on est pour ou contre la Croix-Rouge. Le problème n'est pas l'existence même de la Croix-Rouge, mais le vrai souci, c'est l'existence même de la guerre. Eh bien, pour la chirurgie bariatrique, à mon sens, cela est un peu pareil. Elle ne devrait pas exister parce que l'obésité ne devrait pas exister. C'est une maladie que nous pourrions prévenir, mais une fois que l'obésité est installée, les êtres humains n'ont pas trouvé d'autre solution que la chirurgie, donnant de bons résultats sur le long terme. La chirurgie bariatrique doit être mieux comprise. Souvent, on associe l'alimentation à une question de volonté. C'est ignorer tout ce qui existe sur la physiologie de l'appétit et de la faim. La diététique n'est pas une question de connaissance générale, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et c'est pour approfondir ces notions que je vous remercie d'écouter cet exposé. Lorsqu'un patient se présente en consultation, il a bien évidemment tout un historique. Il est obèse, ce qui signifie qu'il avait une génétique qui lui permettait de prendre du poids et qu'il se retrouvait dans un environnement qui lui a permis de prendre du poids. L'obésité est bel et bien une maladie telle que définie par l'OMS et on sait aujourd'hui que bien évidemment sa survenue pourrait être prévenue. Les chiffres sont en constante augmentation. Et la personne qui vient devant moi en consultation, j'aime bien de lui dire en boutade qu'on aurait dû l'enfermer dans un monastère. En effet, j'imagine que dans un monastère, on s'alimente à heure fixe avec des plats équilibrés. La personne n'a pas le choix. Les heures de sommeil sont bien calibrées. On n'ajoute pas du plaisir à la nourriture. Les circuits de la récompense ne sont pas stimulés. Il n'y a pas la même pression sur l'image. On mange donc à heure fixe, à sa faim, des repas équilibrés. On est obligé de bouger. Bref, on a un mode de vie soi-disant idéal. Et sortir d'un monastère, on devrait avoir son propre poids idéal. Quand on vient en consultation, c'est évidemment trop tard. L'environnement a fait son travail. La personne qui est en consultation a toute une histoire. Elle ne peut pas revenir en arrière. Et quoi qu'il arrive, elle aura le souvenir de sa problématique d'obésité, de ce qui a causé son obésité, de ce qu'ont été les traumatismes liés aux essais par régime de traitement de l'obésité. Elle se souviendra, et son environnement aussi, de son image en tant que personne obèse. Lorsqu'un patient arrive en consultation, il est dès lors trop tard. Le mal est fait. Quoi qu'il arrive, nous ne pourrons effacer la souffrance associée à l'obésité et aux causes de l'obésité, au traitement de l'obésité. On voit sur ce tableau ici en Belgique des pourcentages d'obésité qui sont vraiment élevés, plus en Wallonie qu'en Flandre. Et pour sélectionner la population dite obèse, pour ce genre de graphique, on utilise ce qu'on appelle le BMI. Le BMI est un calcul assez simple. On prend le poids en kilos divisé par la taille en mètres carrés. Au départ, ce calcul a été mis au point par un statisticien. Son but était de voir quelles étaient les personnes qui allaient vivre le plus longtemps. Mais cela remonte au 18e, 19e siècle. Et c'était très approximatif. C'est un Belge qui a mis au point ce concept. Si on veut estimer la masse graisseuse, parce que c'est elle qui définit normalement la présence ou pas de l'obésité, le BMI est le calcul le moins précis. On a d'autres techniques, mais qui sont beaucoup plus difficiles à appliquer au quotidien. Mais gardons le BMI comme repère le plus commun, eh bien, on se retrouve dans des situations où on a parfois des personnes qui ont un BMI normal et qui pourraient être considérées comme obèses si on regarde leur état de santé, leur masse graisseuse. Et à l'inverse, on a parfois des BMI qui sont trop importants et qui correspondent pourtant à une personne en bonne santé physiologique. C'est un impact parce que notre législation en Belgique est basée sur le BMI pour les critères de remboursement.
Et on peut donc se retrouver avec une personne qui n'a pas le bon BMI, mais qui médicalement pourrait bénéficier de ce type d'intervention. Les critères de remboursement en Belgique, pour rappel, actuellement concernent des personnes de plus de 18 ans qui ont bénéficié d'une mise au point multidisciplinaire et leur dossier doit être discuté de façon multidisciplinaire. Le patient doit avoir un BMI au-dessus de 40, entre 35 et 40. Il faut soit des antécédents de chirurgie, d'intervention bariatrique ou un syndrome d'apnée du sommeil diagnostiqué dans un centre reconnu, ou la présence d'une hypertension sévère résistant à 3 molécules après un essai de plus d'1 an, ou un diabète traité. On doit également pouvoir apporter la preuve que le patient a bien, pendant plus d'1 an, fait des essais de régime sans succès. Alors, la personne obèse, quelles sont ses possibilités quand elle décide de se traiter? La première possibilité, ce serait simplement d'essayer au quotidien de bien appliquer les recommandations alimentaires. Autrement dit, de suivre cette fameuse pyramide alimentaire. Et c'est déjà pas évident, donc ça signifie que tous les jours, il faut prendre du temps pour soi, il faut s'organiser, il faut manger à heure fixe des plats équilibrés. Dans un équilibrage alimentaire, on va vous demander de ne pas avoir faim, mais si vous n'avez pas faim, par définition, c'est que vous n'êtes pas en train de puiser dans vos réserves graisseuses. Donc, quand on puise dans ces réserves graisseuses, on met en marche toute une série de mécanismes physiologiques dont le but est de maintenir notre poids constant. Et les libérations de molécules liées à la diminution de masse graisseuse stimulent notre cerveau et nous font ressentir la faim. Donc, si vous faites un régime alimentaire sans avoir dans cette sensation de faim, c'est que vous ne puisez pas dans vos cellules adipeuses, donc vous ne maigrissez pas. D'obèse et que vous faites déjà l'effort de bien vous alimenter au quotidien, mais que vous ne voyez pas votre poids qui diminue, eh bien, ce que vous risquez de faire, c'est bien d'arrêter vos efforts alimentaires. Et si on arrête, par contre, le poids continue à augmenter. Alors, qu'est-ce que ça signifie en pratique d'être obèse? Mais il y a 3 paramètres. Il y a un côté pratique, donc ça veut dire avoir des difficultés techniques pour attacher ses chaussures, pour trouver une chaise quand on se trouve quelque part, s'asseoir dans un avion, trouver des habits adéquats, la transpiration, bref, toute une série de petits détails au quotidien qui rendent la vie beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, ici, on a des chiffres d'une étude qui étudie la qualité de vie des personnes obèses avant et après une chirurgie. Et on voit que globalement, la qualité de vie est nettement améliorée après la chirurgie. Et plusieurs années, cette qualité de vie est meilleure dans le cadre d'un bypass que dans une sleeve gastrectomie. Être obèse, c'est aussi avoir un problème d'image. Donc, notre image nous définit, en tout cas pour les extérieurs. Donc, qu'on le veuille ou non, quand on rencontre quelqu'un, une des premières choses, évidemment, se rapporte à son image. Et on a tous des a priori par rapport aux personnes minces et rondes, d'ailleurs. Donc, avant une chirurgie, j'ai souvent des patients qui ont peur de perdre trop. Après la chirurgie, j'ai souvent des patients qui auraient souhaité perdre un peu plus. La chose la plus difficile me semble donc d'être content. Donc, via la chirurgie, perdre du poids certainement, mais est-ce qu'on va réussir à aimer son image, à être content du résultat? Ça, c'est une autre histoire. Il faut aussi bien se rendre compte que les gens autour de nous vont avoir des difficultés à nous reconnaître si notre image a fortement changé. Perdre du poids n'est pas que positif. J'aime bien utiliser l'image du Père Noël qui, version séchée, ne peut pas du tout donner le même a priori que le Père Noël version ronde. Les hommes vont donc perdre une certaine force, impression de force, de prestance quand ils vont perdre du poids. Alors, il y a un troisième aspect à l'obésité, c'est l'aspect espérance de vie. Donc ici, on voit que quelque part, l'idéal serait d'avoir un BMI en dessous de 25
arrivé à l'âge de 60 ans. À partir du moment où le BMI est au-dessus de 25, on commence à perdre des années d'espérance de vie avec 10 ans de perdu lorsque le BMI est supérieur à 40. Une autre manière de le dire, c'est que si les populations se maintenaient avec un BMI en dessous de 25, on estime aux États-Unis que des milliers de morts pourraient être évitées. Alors, de quoi décède-t-on avec l'obésité? Principalement de cancers et de problèmes cardiovasculaires. Et donc, les problèmes cardiovasculaires sont plus fréquents parce que le diabète est plus fréquent, l'hypertension est plus fréquente. On peut également avoir plus d'accidents vasculaires cérébraux. Heureusement, la courbe de survie à distance pour les personnes obèses est diminuée. Ici, on voit la courbe des personnes opérées versus la courbe des personnes dans des mêmes cohortes qui n'ont pas été opérées. Et on voit que même si au tout début, il vaut probablement être dans le groupe des non-opérés, après plus de 10 ans, l'espérance de vie est nettement améliorée en post-chirurgie. Donc, être obèse, ça a 3 impacts. Il y a un côté pratique, il y a un côté image, il y a un côté espérance de vie. Il faut ajouter à cela que quel que soit le problème de santé rencontré par la personne obèse, eh bien, le monde médical va lui demander de perdre du poids. Donc, avant même de s'inquiéter d'une douleur de pied ou d'une douleur de dos, le premier réflexe va être de conseiller une perte de poids. Souvent, lorsque j'explique cela, mes patients sourient en disant bah oui, c'est la raison pour laquelle je ne vais plus chez le docteur. Ils savent très très bien, pertinemment bien, qu'ils devraient perdre du poids. Ils n'y arrivent pas. Alors pourquoi ne suffit-il pas de dire à quelqu'un qu'il doit perdre du poids pour qu'il puisse y arriver? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de dire parce que nous ne sommes pas des robots. Donc un robot, c'est assez simple, vous pouvez le programmer à votre guise. Demandez-lui de courir 20 km tous les jours et de se sous-alimenter. Il va le faire sans aucun souci et ce robot va donc perdre du poids. En être humain, c'est différent. Au contraire, dans le paradis rêvé de l'homme des cavernes, nous ne mettons pratiquement plus jamais notre vie en danger. Nous n'avons plus froid, nous n'avons plus faim, nous n'avons plus de problèmes avec le sommeil, nous n'avons plus de prédateurs, nous contrôlons les naissances. Nous sommes dans le paradis de l'homme des cavernes, mais rappelez-vous du début de mon exposé, nous sommes obligés de nous comporter comme dans un monastère. Et c'est un peu ça tout le paradoxe de notre époque, c'est que nous sommes obligés de fonctionner par éducation en permanence, sinon nous allons nous abîmer nous-mêmes et détruire notre environnement. Les régimes ne fonctionnent pas et donc toutes les grandes études vont dans le même sens. Donc, on prend dans cette méta-analyse plus de 20 000 participants et qu'on regarde quelle est l'évolution pondérale avec des régimes multiples et bien suivis, eh bien, on se rend compte que pratiquement tous les intervenants ont repris du poids. Donc, les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. Il faut de la prévention, ça c'est accessible à la volonté, maintenir en poids constant toute sa vie, modifier de 2, 3, 4, 5 kilos, pourquoi pas, mais des pertes pondérales plus importantes de 30 ou de 40 kilos, en général, de notre volonté. Donc, en conclusion, lorsque l'on a un problème d'obésité, eh bien, on a le choix entre bien s'occuper de soi et essayer de rééquilibrer son alimentation, mais à ce moment-là, le poids va rester constant. On pourrait décider de ne rien faire, mais alors là, le poids va augmenter, ou alors entrer dans un régime restrictif sévère, mais l'évolution naturelle de ces régimes est d'arrêter et de reprendre tous ces kilos et même un tout petit peu plus, puisque notre organisme se rappelle toujours de la masse graisseuse la plus élevée qu'elle a eue un jour et que nous avons des libérations hormonales qui nous stimulent à manger jusqu'à ce que nous ayons retrouvé notre poids de départ. Alors vous allez me dire, c'est quand même un souci parce que on a bien compris que la place la plus importante devait être dans la prévention, mais nous sommes dans une société où énormément de personnes ont pris du poids. Et le hasard fait les chirurgiens
se sont dit au début, dans les années 50, qu'ils allaient essayer d'aider les personnes qui prennent du poids, et ce, en faisant des gestes sur le tube digestif. Donc au départ, ils se sont attaqués au petit intestin, puis très vite, leur attention était concentrée sur l'estomac. L'estomac est un réservoir qui prédigère les aliments pendant des heures, et l'estomac se vide plus ou moins vite en fonction de la difficulté qu'un intestin grêle va avoir à absorber les aliments. Sur cet estomac, on a un peu tout fait. On a mis des agrafes avec un anneau, des anneaux à l'entrée qu'on pouvait ajuster à l'aide d'un petit boîtier situé sous la peau, les fameux anneaux ajustables. Les gastro-entérologues ont mis des ballons dans l'estomac. Les chirurgiens ont replié l'estomac sur lui-même, c'est ce qu'on appelle une plicature. On a essayé de thromboser les artères, ça ce sont les radiologues pour essayer de diminuer le volume de l'estomac, ça ne fonctionne pas. Couper dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle une sleeve. Couper dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle un bypass. L'estomac est donc l'organe torturé du XXIe siècle. Couper dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle une sleeve. Donc on va enlever un morceau de l'abdomen. On va se retrouver avec un estomac beaucoup plus petit qui a la forme et le volume d'une banane. Couper dans ce sens-là, c'est un bypass. Là, on essaye de ne pas enlever l'estomac, on le laisse à l'intérieur de l'abdomen, mais du coup, on prend le petit intestin de façon à ce que cet estomac puisse se vidanger. Sleeve et bypass, le but est donc le même, c'est de créer un petit estomac de façon à aider les patients à manger moins et à maintenir leurs efforts alimentaires sur le long terme. Alors pourquoi est-ce que j'ai parlé principalement du bypass et de la sleeve? Mais parce que ce sont les deux chirurgies principalement effectuées dans notre pays, ici en Belgique. Donc vous voyez l'évolution des chiffres ces dernières années. Et en fond, vous voyez l'image d'un abdomen avec la partie la plus grisâtre, un peu bulleuse, qui est en fait l'estomac rempli. On peut voir que le volume peut être très important dans un estomac normal. Le but est donc le même, c'est de créer un petit estomac. Maintenant, dans une sleeve, on a enlevé un morceau d'estomac. Il s'agit donc d'une intervention irréversible. Dans le bypass, on contourne l'estomac. On peut donc en théorie, mais en pratique aussi, défaire un bypass. Dans les deux cas, le but est d'aider au niveau des volumes, mais avec un bypass, les aliments arrivent beaucoup plus vite dans l'intestin grêle qui n'est pas fait pour cela. Et on va avoir un inconfort, voire un malaise pour les aliments les plus riches, gras et sucrés, ce qui peut aider à mieux sélectionner les aliments. Dans le cas de la sleeve, on a souvent malheureusement une augmentation des remontées acides et donc du reflux. Dans le bypass, à l'inverse, en général, les personnes qui présentent du reflux sont améliorées, voire guéries après la chirurgie. Alors, quelle est l'évolution de ces personnes en post-opératoire? Donc, la ligne verte, ce sont les bypass, et la ligne mauve, les gastroplasties par agrafage vertical. On n'a pas les sleeves sur ce dessin, mais les sleeves ont une évolution fort similaire à celle du bypass. Dans un premier temps, les patients ne savent pratiquement pas avaler. Donc, ce sont des toutes petites quantités qui sont prises. Maintenant, on n'a pas la sensation de faim, très peu la sensation de soif. Donc, il faut être vigilant et essayer de bien boire. Si on consomme très, très peu, on puise dans ses réserves. Alors, puiser dans ses réserves de graisse, c'est le but. Dans ses réserves de muscles et de vitamines, beaucoup moins. Donc, on va rendre des vitamines et des protéines aux patients concernés. La première année est vraiment une année de transformation pendant laquelle le poids diminue. La sensation de fatigue va être présente, donc la fatigue pousse le corps à se mettre au repos. Les personnes autour du patient vont se demander pourquoi l'image se modifie, vont poser des questions. Le patient va à la fois se sentir mieux parce qu'il y a une perte de poids. Il va devoir réadapter ses traitements pour l'hypertension, le diabète ou les syndromes d'apnée du sommeil. Bref, c'est une année un peu particulière, mais qui le plus souvent est vécue avec beaucoup de satisfaction. On accompagne nos patients par un coaching psychologique et diététique et sur le long terme. Après un an, on est capable de remanger l'équivalent d'une assiette, mais de petits volumes.
Et dans cette petite assiette, il faut mettre tout ce qui est nécessaire au corps humain, mais pas trop d'énergie, sinon le poids, la graisse peut de nouveau s'accumuler et le poids augmenter. Et donc, ce n'est pas si simple parce que le corps a toujours envie de remonter, l'environnement pousse toujours à consommer et la personne consciemment, elle, par contre, a tout sauf envie de reprendre 500 grammes. Donc, il faut fractionner les repas, faire attention à apporter suffisamment de protéines. Donc, le premier choix va sur la viande, le poisson, les œufs, les crustacés. Ensuite, nous irons vers les fruits et légumes et les féculents sont conseillés en très petite quantité. Ce mode alimentaire va devoir être conservé sur le long terme à vie. Si à un moment donné, le patient fait un peu moins attention à lui parce qu'il traverse une période particulière, eh bien, ne pas prendre le temps de s'occuper de soi, eh bien, souvent va mener à de mauvais choix alimentaires et à une reprise de poids. L'alcool est contre-indiqué en chirurgie de l'obésité. Il y a une augmentation de la vitesse à laquelle l'alcool est absorbé. Et donc, attention, alcool post-chirurgie de l'obésité, c'est calorique, ça peut mener à des dépendances. On a un certain pourcentage de patients qui deviennent alcooliques post-chirurgie. Et donc, on attire particulièrement l'attention de tous sur ce phénomène qui, socialement, de toute manière, est assez répandu. Alors, bien évidemment, il existe toute une série d'autres chirurgies. Donc, l'estomac est, à mes yeux, l'organe torturé du XXIe siècle. On a inventé différentes techniques avec de multiples variantes. Les deux chirurgies principales aujourd'hui en Belgique restent la sleeve et le bypass gastrique. Mais on voit de plus en plus de SADI et de mini-gastrique bypass se développer. Les pertes de poids du SADI et du mini-gastric bypass sont un peu plus importantes, mais peut-être en partie parce qu'on a plus de malabsorption d'acides aminés, de protéines. Les recommandations diététiques nutritionnelles sont un peu moins claires pour ces deux chirurgies. La sleeve et le bypass aussi ont des variantes, mais dans un bypass classique avec des anses alimentaires et biliaires de moins de 50, les malabsorptions en protéines sont théoriquement négligeables et la malabsorption en général aussi. Maintenant, je parle de protéines et je parle de calories, mais en ce qui concerne les vitamines et les minéraux, certains minéraux et certaines vitamines vont être bien moins résorbés. De plus, les volumes absorbés au quotidien sont moins importants, donc il est vraiment essentiel de suivre nos patients à vie avec des compléments alimentaires adaptés. Pour pouvoir amener un suivi à vie, il y a toute une préparation de nos patients avant la chirurgie et un suivi organisé après. Nous avons différents professionnels, il s'agit réellement de prise en charge multidisciplinaire. La base classique sont le chirurgien, le médecin nutritionniste, la diététicienne et le psychologue, mais au cas par cas, nous pouvons avoir des avis supplémentaires. Je pense par exemple aux gynécologues, aux dentistes, aux endocrinologues. Nous avons également des anesthésistes dédiés à la chirurgie de l'obésité. Donc, je vous remercie de m'avoir invité pour cet exposé. En préparant cet exposé, je me suis évidemment replongée dans certains textes et je me suis rendu compte que les recommandations nutritionnelles étaient dans les articles les plus regardés. Et donc, cela me réjouit parce que c'est évident que la chirurgie de l'obésité est un bel outil. Les bypass sont de très bonnes chirurgies. La sleeve est souvent plébiscitée parce qu'elle a l'air plus simple, mais en pratique, elle donne quand même... je pense que ce sont des chirurgies qui doivent être bien entourées. Donc, ce sont de bonnes chirurgies, mais il faut bien les comprendre et il faut bien les suivre sur le long terme de façon à ce qu'elles puissent rendre le meilleur service. Je vous remercie pour votre présence et vous souhaite le meilleur.